Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, dans le podcast, on vous explique, on vous parle de comment se détacher du système fiduciaire traditionnel. Mais avant de commencer, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Non, c'est ça. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va partager, ce sont des avis personnels. Ça ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou interprété comme un conseil financier, ni mis en place comme un conseil financier. Faites vos propres recherches, tirez vos propres conclusions. Puis voilà. Puis avant d'aller plus loin, je te laisse parler des Instagram puis tout ça. Là. Donc, on a un seul compte Instagram officiel. Donc, il y a le learnandearn.crypto.podcast et il y a le JP, donc jp.rousseu. Et mon compte, c'est sam.leveq. Il n'y a pas de tiret, carré, triangle. Rien. OK, faites attention, il y a plein de faux comptes en circulation. Ils essayent de copier notre nom. Donc, c'est des noms qui sont très semblables. Ils copient les photos et tout ça. On ne va jamais vous demander d'argent. On ne va jamais vous proposer d'investir dans quelque chose. On ne va jamais vous envoyer de lien. D'ailleurs, ne cliquez jamais sur un lien. On ne va juste pas vous écrire. Cependant, si vous avez des questions, ça nous fait plaisir. Mais on ne va pas venir vous écrire. Donc, faites attention. C'est des scams, c'est des arnaques. Ce sont des faux comptes. Sur ce, on peut commencer. Et voilà. Comment se détacher du système fiduciaire traditionnel? Un des premiers points, hein, on peut le dire, la décentralisation. La décentralisation, premièrement. Voilà. Hein, donc, si vous avez écouté les podcasts jusqu'à maintenant, vous avez compris c'est quoi la blockchain, la crypto, la décentralisation. Et donc... Pour bien expliquer, je crois, la décentralisation, je crois que ce serait quand même bien de comprendre, d'expliquer aux gens la différence entre les SEX puis les DEX. Donc, SEX, non pas avec un S, mais bien avec un C. Donc, les échanges, par exemple, centralisés. Ceux qui sont décentralisés, les avantages, les désavantages. Tu sais, vraiment expliquer les grandes différences pour éclaircir les idées aux gens. Bon, mais par exemple, présentement, si vous avez votre argent dans votre compte en banque, Justin Trudeau, notre cher premier ministre, a fait en sorte que ton compte peut se faire bloquer automatiquement parce qu'il a utilisé la loi martiale sur le fait que n'importe quelle banque peut geler ton compte en banque sans même passer par la cour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très centralisé. Tu n'as aucun pouvoir. Il pourrait te geler demain matin. Okay? Quand on parle d'échange, par exemple, je ne vais pas nécessairement nommer d'échange, mais quand on parle d'échange centralisé, c'est des échanges où vous allez avoir un KYC. Vous allez envoyer votre photo, permis de conduire, adresse, courriel pour se connecter. Et vous allez avoir un compte. La plupart des gens utilisent ça. Il y en a des vraiment gros là, donc voilà. Vous allez souvent, vous allez faire du futures là-bas. Ouais, exactement. Pour vous donner des idées. Du trading avec leverage. Exact. Et donc, ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est centralisé. Ça veut dire que ça appartient à une personne ou à un groupe de personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre avoir ton argent dans un compte en banque ou l'avoir en crypto dans un échange centralisé. Pourquoi? Parce qu'un échange centralisé pourrait tout d'un coup bloquer tes transactions et c'est fini. Et c'est arrivé avec des gros à plusieurs reprises que des fois, pendant 48 ou 72 heures, ils ont bloqué les transactions. Tu ne pouvais pas t'y retirer, vendre, rien faire. Et donc, ça revient au même point. Là, quand on parle de décentralisation, on parle d'avoir sa crypto dans un wallet décentralisé. Par exemple, là, je vais pouvoir les mentionner. Donc, il y a l'exemple MetaMask, Phantom. Terra Station, Polka Wallet, donc différents dépendant de ce que vous voulez utiliser. Ça, ce sont des wallets. Ça veut dire que vous n'allez pas acheter ou vendre de la crypto là-bas, vous allez garder votre crypto là. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est que quand vous avez votre crypto là, c'est vous qui avez les clés d'utilisation. Les clés d'utilisation et les mots, ce qu'on appelle les seed words, qui sont vos 12 mots. Qui sont très importants à conserver dans un endroit sûr. Sur papier, pas sur votre téléphone, pas sur l'ordinateur. Ça, on en avait parlé dans les premiers podcasts quand on parle de sécurité, dans les tout premiers. Un bon outil justement pour conserver les clés, t'en parles justement dans l'académie, le petit cahier. Là, des petits cahiers. C'est comment qu'il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Shield Folio. Ouais, Shield Folio, c'est ça, exactement. Un bon outil. Donc, une fois que vous avez
tout ça, une fois que vous avez passé dans le côté décentralisé, là, c'est absolument impossible de le bloquer. Je vais vous donner un exemple. Il y a justement le gouvernement canadien, après ce que Justin Trudeau a fait, qui ont envoyé un message à un wallet qui leur a dit on vous demande de bloquer tel fonds, tel wallet, parce que d'après nos sources, c'est relié à un événement X. Un événement X, voilà. C'est comme ça. Un événement X. Et ils ont reçu la réponse, écoutez, on comprend absolument ce que vous voulez qu'on fasse, mais c'est absolument impossible. Nous sommes décentralisés. C'est notre communauté justement qui vous répond, nos développeurs, et nous ne donnons aucune clé d'accès. Alors on ne peut pas bloquer. Et à la fin, ils ont dit, on vous invite vraiment à lire sur la blockchain et la décentralisation et à venir nous rejoindre bientôt quand le dollar canadien ne vaudra plus rien. C'est juste parce que la réalité aussi, un point à comprendre, c'est que quand que tu te crées un wallet, tu n'entres pas de courriel. Non. Tu n'as pas de KYC. Non. Donc, c'est qu'un mot de passe avec des mots-clés pour avoir accès à ton wallet. Et quand tu vas sur un échange décentralisé, tu dois connecter ton portefeuille sur l'échange pour swapper, pour échanger en fait des cryptos, que ce soit échanger par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum ou d'échanger de l'Ethereum contre du Mana, peu importe. Donc, tu ne te connectes pas avec un courriel. Donc, c'est l'aspect décentralisation. Puis après, c'est le fait que justement, eux ne peuvent pas donner ces clés-là au gouvernement et que le gouvernement ne peut pas bloquer en fait ces comptes-là. Et souvent, les gens vont s'inquiéter du fait que, OK, mais disons que je suis décentralisé, je suis dans mon wallet, mais là, le marché il monte ou il descend, mais moi, je veux pas que ça bouge. Mais là, il y a la beauté d'avoir des stablecoins. Exact. Les stablecoins, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est une crypto-monnaie, mais qui garde toujours la valeur d'un dollar américain ou d'un dollar canadien ou d'un euro. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Elle reste toujours au même point. Ça va toujours valoir un dollar américain. Par exemple, il y a le USDC, le USDT, le DAI, le UST. Là, si on parle, exemple, de USDT et de USDC, ils sont centralisés. Ça veut dire que eux, c'est le même principe, c'est centralisé, ça pourrait se faire bloquer, peu importe, il pourrait avoir des régulations. Ils sont centralisés. Alors là, on veut s'en aller vers quoi? Des stablecoins auxquels on peut faire confiance, qui sont décentralisés. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stablecoins décentralisés auxquels vous ne pouvez pas faire confiance parce que vous n'avez aucun... Ils pourraient disparaître et puis personne ne peut rien faire. Mais exemple, DAI, le DAI, très gros stablecoin décentralisé. Le UST, qui appartient sur le blockchain de Terra Luna. Il ne parlait pas justement du UST de le backer, mais avec du Bitcoin? Je pense... Il me semble que j'ai vu quelque chose comme ça passer, mais j'ai vu très rapidement. J'ai pas porté une grande attention sur l'article, mais il me semble que j'ai vu... Ouais, ça serait intéressant. Ouais, ça pourrait être très intéressant, justement. Peut-être le backer avec du Terra Luna, ce qui serait pas étonnant. Vu que... Mais bon, on en reviendra sur ce sujet après avoir on a presque commencé à mastermind. Alors, le UST, DAI, 2 décentralisé. Ça veut dire que si tu me dis, ouais, mais Samuel, je veux pas, mais tu n'es pas obligé d'être en Bitcoin ou en Ethereum ou en Terra Luna Non, tu peux l'avoir tu peux l'avoir en stablecoin. Alors, exemple, présentement, tu as 1000 $ dans ton compte en banque. On gèle ton compte en banque, tu peux rien faire. Et en plus, ton compte en banque te donne absolument rien. Ça veut dire que ton 1000 $ perd de la valeur à chaque jour qu'on parle, à cause justement de l'inflation. Là, chose qu'on a parlé. Ouais, et voilà. Puis l'inflation qui est assez énorme en ce moment. Voilà. Là, tu dis, OK, moi, je vais mettre mon 1000 $ en stablecoin dans du USDT, exemple. Mais là, tu le mets dans un stablecoin centralisé. Alors, ça n'a pas de vue. Il faut que tu le mettes dans du DAI ou du UST, par exemple. Donc là, tu dis, OK, je le mets dans du DAI, mais je le mets dans échange X qui est centralisé. Mais ça ne sert à rien parce que c'est centralisé. Ils peuvent le bloquer comme quand c'était dans ton compte en banque. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est que là, tu le mets dans ton wallet. Là, c'est décentralisé. Mais ton 1000 $ qui était dans ton compte en banque, que tu as mis en 1000 DAI, qui est maintenant dans un wallet décentralisé, ça reste toujours 1000 $. Le DAI, DAI, ne monte pas et ne descend pas en valeur. C'est un stablecoin. Comme le nom le dit, un token stable. Il reste toujours à la valeur d'un dollar américain.
Alors que ça soit 1000 $ dans ton compte en banque ou 1000 $ en DAI ou en UST dans ton wallet décentralisé, ça revient à la même chose, à l'exception de 3 gros points. Le premier point, c'est que c'est décentralisé. Alors, personne n'a le contrôle sur toi, ton argent à part toi. Le deuxième point, c'est qu'il y a toutes sortes de protocoles où tu vas pouvoir mettre cet argent-là dans du stacking ou peu importe, qui va te donner du 10, 15, 20% annuel. Le DAI était intéressant. Ouais, il y a des protocoles sur le DAI qui donnent du 15 à 20% annuel. Pour le laisser là et rien faire. On s'entend que c'est vraiment mieux que ton compte en banque qui te donne 1%, c'est t'es chanceux, là. Et là, ne suit même pas l'inflation. Et là, les gens vont dire, mais pourquoi tu fais 15-20%, c'est pas safe et tout. Ben non, ça se fait de la même façon que ta banque. Ta banque, pourquoi il te donne un 1% annuel ou 2%, même non, 0,5% annuel? Parce qu'ils prennent ton argent et ils l'utilisent. Ils prennent ton argent et ils l'utilisent. Ils font des pourcentages incroyable, monstrueux, et il te redonne presque rien. Là, quand tu le mets dans le protocole décentralisé, c'est complètement différent. Ce 1000 $ là, ils te le disent qu'ils vont l'utiliser pour aller faire toutes sortes de choses et faire de l'argent avec. Et est-ce qu'ils vont faire plus d'argent que toi? Oui, et ils vont même te dire combien. Et ils vont te dire combien ils te donnent. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est vérifiable, c'est bâti sur la confiance. Donc, regarde. Ouais, puis c'est blanc comme neige. Exact. Alors, tu vas être en train de faire un 15-20%. Moi, personnellement, 1000 $ dans mon compte en banque qui est centralisé, qui peut se faire geler et du 0,5, ou 1000 $ en DAI qui va rester 1000 $ parce que c'est un stablecoin, mais qui est décentralisé, on ne peut pas le geler, puis je peux faire du 15-20% annuel dessus. Pour moi, la réponse, c'est rapide. Et là, ça amène à la question, genre, ouais, mais qu'est-ce que je peux acheter avec du DAI, moi, ou du UST dans la vie de tous les jours? Ouais, ça, c'est une des questions. Qu'est-ce que je peux acheter? Mais il y a aussi une autre question. Si jamais j'ai besoin de cet argent, comment je fais pour le retirer? Ouais, mais c'est pas très difficile de le retirer. Il y a déjà plein de façons de retirer sa crypto. Ça, je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises. C'est pas très difficile. Tu as déjà des cartes, tu as déjà Visa et Mastercard qui travaillent avec plein de projets crypto où tu peux aller au guichet puis retirer ton argent si tu le veux. Tu peux l'envoyer là et puis voilà. Il y a plein d'endroits qui acceptent de la crypto maintenant. Il y en a de plus en plus qui vont l'accepter. Et les stablecoins, ça va toujours se faire accepter parce que ça vaut $1 américain ou $1 canadien. Donc, il y a de plus en plus d'endroits qui l'acceptent. Il y a même Apple avec Apple Pay qui s'en vient pour accepter de plus en plus. Ouais, donc, il faut aussi réaliser que dans les prochaines années, il y en a de plus en plus qui vont l'accepter. Et il y a déjà des façons de le retirer parce que Visa et Mastercard, ça fait déjà un petit bout là qu'ils sont dans la game de la crypto. Puis, il y a déjà différentes cartes Visa que tu peux aller, c'est des Visa débit, tu peux aller à ton guichet là, si tu veux, Desjardins, RBC, peu importe où dans le monde, mettre ta carte et retirer ton argent en canadien, puis ça a été transformé de ta crypto, puis voilà. Il y a déjà plein de choses que tu peux faire comme ça. Je pense une question intéressante aussi que les gens pourraient se poser, c'est par exemple, quelqu'un comme toi qui vit pleinement de la crypto et que tout est décentralisé, comment tu fais pour payer tes factures? C'est pas très compliqué. Parce que tu dois avoir de l'argent pour payer ton loyer, tu dois avoir de l'argent pour payer ton auto, tu dois avoir de l'argent pour te nourrir. Ouais, mais moi, je paye tout avec mes cartes de crédit. Et là, les gens, ils n'aiment pas utiliser le crédit, mais c'est parce que moi j'adore c'est parce qu'il y a une différence entre de l'utiliser pour acheter des trucs imbéciles quand tu n'as pas les fonds pour le backer ou quand tu l'utilises. Je veux dire, moi, je paye tout comme toi avec ma carte de crédit. Je gagne des bonnes dollars, puis à la fin du mois, je la paie au complet. Là. Comme là, je m'en vais mon billet d'avion pour moi et ma copine pour Miami et de celui Montréal-Miami et Miami-Rome, ça s'est fait payer par des points voyage sur mes cartes de crédit. Alors, quand tu comprends comment utiliser une carte de crédit, c'est très avantageux. Alors, je paye tout avec mes cartes de crédit, ils me donnent des points. En plus, ça bâtit mon crédit. Mon crédit, il est au maximum. Donc, ça bâtit ton crédit, ça te donne des points pour voyager ou pour faire toutes sortes de choses. Et après, tout ce que tu fais, je prends l'argent qui était là-bas, je le transfère et je vais aller payer. Ma carte. Tu peux, exemple, passer par PayPal. Il y a déjà des systèmes où tu peux envoyer ta crypto, la vendre, et ça s'en va en dollars américains dans PayPal. PayPal, ils vont te charger souvent même pas de frais, et boum, c'est dans ton compte en chèque. Et avec ton argent dans ton compte chèque, tu payes tes cartes de crédit. Et
Et puis voilà, tu viens de payer tes cartes de crédit tu viens de payer tes choses avec tes cartes de crédit et tu viens de payer tout ça grâce à ta crypto. Ouais, et puis en tu as du plus, tu viens de peer-to-peer faire aussi que tu peux tu as faire, du personne à peer-to-peer. personne. Là. Yeah, Exemple, hey, Samuel, justement, dernièrement, hein, j'étais hey, j'ai besoin de fiat pour payer certaines factures. Parfait, boum, j'ai vendu un peu de crypto, on m'a transféré de l'argent. Merci, j'ai payé mes factures. Bingo, le tour est. Ouais, puis il y a même des joué, protocoles qui sont en train de le faire maintenant, où tu peux genre rentrer ton adresse PayPal ou des choses comme ça. Puis parce que tu sais, le P2P, c'est beaucoup de confiance, mais les protocoles vont faire exemple. OK, la personne a vendu 30 cryptos, on la garde gelée ici. OK, la personne a envoyé l'argent à l'adresse email. OK, c'est confirmé, puis là, il va faire le transfert. Et voilà. Puis là, dans ton PayPal, tu as l'argent en liquide, puis l'autre personne a sa crypto. Ouais. Mais parce que tu sais, on parle. C'est pas si. Il y a tellement de choses à faire, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas Ouais, puis ça n'a pas fini de se développer. Non, c'est loin d'avoir. C'est ça qui arrive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, on parle souvent de reprendre le plein contrôle de ses finances, reprendre le plein contrôle de son argent. Mais tu sais, pour reprendre le plein contrôle, si tu veux reprendre le plein contrôle, puis tu décides d'investir dans la crypto-monnaie et de sortir le plus possible ton argent de ta banque, par exemple, parce que c'est ce que tu décides. Moi, c'est ce que j'ai décidé personnellement. Mais qu'après, tu laisses tout dans un échange centralisé, ça revient du pareil au même que de le laisser dans ton compte en banque. Le but, c'est de s'en aller vers le décentralisé. Exact. Puis comme tu dis, tu peux faire du stacking. Des gens qui sont plus frileux d'aller dans l'investissement en soi, vous pouvez juste transférer cet argent en stablecoin, le mettre en stacking, en staking plutôt. On dit, avec toi, je commence à dire l'expression française, hein, stacking, mais c'est staking. Puis vous allez recevoir un meilleur retour que votre compte en banque. Donc pour les gens qui sont juste plus frileux, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Puis après, ben, t'as d'autres personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est trop risqué. Hein, dans ma banque, il est beaucoup plus safe. » Mais ça, on en a déjà parlé de ce sujet. Là, c'est comme, regarde, fais ce que tu veux. Mais si vous voulez reprendre le plein contrôle de vos finances, de votre argent, peu importe, ben, je crois qu'une des bonnes solutions, c'est de regarder plus qu'est-ce qui peut être offert à vous, en fait, vers l'aspect décentralisation. Ouais. Parce que le but de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation à la base. C'est pas d'être centralisé. Puis que, comme j'ai dit, que ce soit dans ton compte en banque ou dans un wallet décentralisé, en stablecoin décentralisé, ça revient à la même chose, à part que tu peux faire des meilleurs pourcentages annuels dessus. Tu as le plein contrôle. Et en plus, une fois que c'est dans ton wallet, troisième point, de là, si jamais tu veux acheter une crypto X ou peu importe, c'est déjà là. C'est déjà là dans ton wallet. Tu as juste à transformer ton DAI dans X montant, exemple d'Ethereum ou de peu importe. Exact. Et puis voilà, tu l'as déjà là. Alors, pour moi, je trouve que c'est que des avantages. Puis les gens vont dire, pourquoi je fais confiance à ça? Mais écoute, pourquoi tu fais confiance à ta banque? D'un côté, tu fais confiance à ta banque, de l'autre côté, tu te fais plus confiance à toi, à savoir comment être sécuritaire sur des échanges décentralisés. Donc voilà. Puis après, il y a des assurances aussi là, il y a des assurances qui existent. Aussi, là. Donc, tu sais, je veux dire, vous prenez des assurances vie, vous prenez des assurances pour votre maison, vous prenez des assurances pour ci, mais il y a des assurances qui existent pour la crypto. Il y a des compagnies crypto qui sont des assurances. Ouais, exact. Alors, non, c'est ça. Puis à la fin de la journée, regarde, les gens, ils croyaient pas à la banque, ils leur faisaient pas confiance et tout. Ils mettaient leur argent sous la tête d'oreiller puis dans leur jardin. Mais éventuellement, les gens ont commencé à faire confiance à la banque. Et pourtant, quand tu regardes ton histoire, tu devrais pas trop, tu vois. Alors, la confiance va se bâtir. Puis, c'est même plus sécurisé, d'après moi, quand tu comprends ce que tu fais avec la blockchain qu'avec ta banque. De toute façon. Ça me fait rire parce que je parlais avec quelqu'un l'autre fois qui disait « Ah, moi quand que j'entends Bitcoin, là, tout ce que je pense, c'est que je me suis fait vider mon compte. » Il dit « C'est pas sécuritaire. » Puis tout, je dis « C'est pas que c'est pas sécuritaire, c'est toi qui es pas sécuritaire. » Et je dis « C'est juste que t'as pas nécessairement les connaissances pour, puis c'est correct de pas les avoir. » Maintenant, tu as appris que tu dois pouvoir t'éduquer pour avoir ces connaissances-là puis être sécuritaire. Mais c'est très sécuritaire quand tu es sécuritaire. Exact. Puis c'est comme si tu donnerais ton NIP de carte à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu donnes ton code de carte à tout le monde. C'est la banque. Ça, c'est ma carte, OK? Mémorise les numéros. Voilà. OK? Puis mon code, c'est le 36 25 88 19 95. Tu peux faire tant par jour. Mais tu vois, quand tu crées un compte dans la banque, à chaque fois, ils te le disent.
Alors, vous devez garder votre NIP secret, ci, secret, ça, secret. Il vous explique, vous devez faire attention si les gens vous appellent, on ne va jamais vous appeler, on ne va jamais vous demander ça. Il vous explique les risques pour que tu ne fasses pas ça, pour que ça soit sécuritaire. Mais la crypto, c'est la même chose, même en plus sécuritaire. C'est juste qu'il n'y a personne qui te dit, ben, donne pas ton NIP, donne pas ton code de carte. Puis tous les scams qui se passent dans la crypto se répètent de la même façon dans la vraie vie avec vos comptes en banque. Le nombre de courriels que je reçois que votre colis a été pris, Puro Letter, Post Canada, on m'envoie des courriels, pas des courriels mais des textos, ça a l'air super legit. Ouais, Netflix, on m'envoie des textos, ça a l'air super legit, mais tu le sais tout de suite que c'est un fucking scam. Ouais. Moi, ça me fait rire parce que j'ai pas Netflix, j'ai pas tout ça, puis j'en reçois tout le temps. Votre abonnement Netflix n'a pas passé, cliquez ici pour voir ce qui s'est passé. Ou sinon, paiement refusé, raison, carte de crédit limite maximum, cliquez ici pour voir ce qui se passe, Netflix. Comme si Netflix allait savoir que ta carte est au maximum. J'ai fait un test, ok, j'avais fait un test, c'est drôle parce que j'avais reçu un courriel comme ça, puis j'ai décidé de cliquer sur le lien, ça m'a amené sur une page, ça a l'air super legit. Puis là, il te dit, tu sais, rentre ton courriel, puis ton mot de passe, puis j'ai littéralement écrit caca à commercial@hotmail.com avec un mot de passe qui est un password qui fait aucun sens là. Oh, boum, ça fonctionne. Ça fonctionne, puis ça me ramène sur une autre page, puis ça me dit, je sais plus trop quoi, contacter le service client. Donc si toi tu cliques sur ce lien, tu viens de mettre ton mot de passe avec ton courriel, tu viens de te faire niquer. Mais déjà, raide, ne cliquez pas sur un lien. T'as pris une chance parce que il y a plein de liens que c'est des chevals de Troie. Quand tu cliques sur le lien, ça va te ramener sur une page ou même un lien YouTube legit, un vrai lien YouTube. Tu cliques dessus, ça te ramène sur YouTube, tu es en train d'écouter la vidéo, mais derrière le lien YouTube, il y a un cheval de Troie et quand tu as cliqué dessus, ça active le virus qui s'appelle un cheval de Troie. Et dans le fond, en arrière, c'est en train de télécharger sur ton ordi ou sur ton téléphone le virus. Donc, ne jamais cliquer sur un lien. Ne jamais cliquer sur un lien. Très important. Très important. Donc voilà. Je pense que ça fait un On l'a dit en même temps. Donc voilà. Synchronisé. Ça veut dire que l'épisode est fini. Là. All right. Ben, merci de nous avoir écoutés. Si vous trouvez que l'information il y a de la bonne valeur, que ça vous aide, que le podcast est très utile, partagez-le à votre entourage, partagez-le sur les réseaux sociaux le plus possible pour que ça aide également d'autres personnes et surtout abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, donc vous voulez absolument ne rien manquer. Yes! On se voit au prochain podcast, JP. Yes.